Le MiG-41, les Russes ont annoncé ce nouvel intercepteur et même si vous vous en foutez complètement de la chose militaire et bon sang, Dieu sait que vous auriez raison dans un monde idéal, eh bien, ça vous intéresse parce que ça va avoir un impact sur le monde. Mais c'est aussi intéressant, en termes de vidéos pédagogiques, de voir l'aspect, en fait, civil de ces réflexions, même l'aspect épistémologique, la réflexion que sous-tend un bureau d'études en aéronautique. Vous savez que c'est une de mes grandes passions, la façon dont on pourrait faire passer l'innovation militaire dans le monde civil. À chaque fois qu'une innovation militaire passe dans le monde civil, elle change le monde, que ce soit l'informatique, l'intelligence artificielle, les GPS, satellites et bien sûr donc les moteurs de jet, entre très nombreuses choses, énergie nucléaire, j'en passe. Et donc c'est ce que William James, le grand psychologue américain, appelait l'équivalent moral de la guerre, à savoir, philosophiquement, vu que les humains excellent à chaque fois qu'ils font des armes, d'Archimède à Nikola Tesla, en passant par Nobel, Léonard de Vinci ou autres, vu que les humains vraiment donnent tout quand ils conçoivent de quoi s'entretuer, est-ce qu'on pourrait pas trouver une motivation similaire, mais pour la paix, pour les infrastructures, les méga-projets, reverdir le désert, etc., réduire la pollution dans le monde, ou l'inverser avec l'économie polienne. Cet équivalent moral de la guerre, on l'a pas encore trouvé, mais ça pourrait être la très grande beauté. Quelque chose qui est vraiment superbe, eh bien, pourrait peut-être motiver les humains au-delà du sang et des tripes, hein. Or, bah, qu'est-ce qui est superbe? Oui, c'est vrai, l'aviation. L'aviation, c'est beau, c'est onirique, c'est pas pour rien d'ailleurs que Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince. Enfin, c'était un aviateur, c'était quelqu'un qui avait un sens de la contemplation et aussi de l'éveil technologique de son temps très, très affûté. Et je trouve ça assez logique en fait. D'ailleurs, petite dédicace à tous les pilotes qui me regardent, dont un même, je le salue, a écouté un de mes sons, dernièrement en posant son avion, au Caire et j'en ai été profondément touché. L'aviation, c'est beau. D'ailleurs, Marcel Dassault disait bien: «Si un avion est beau, il volera bien et il fonctionnera, quoi» et il avait raison. Par logique, si un avion est moche, il fonctionnera mal et il suffit de voir les tout premiers modèles du F-35 avec leur énorme prise d'air, pas du tout rustique, pour, comprendre ce phénomène. Un avion moche n'a pas beaucoup d'avenir. Or, bon, est-ce que le MiG-41 va être beau? On peut se poser la question, mais il est issu d'une tradition qui a produit des avions terrifiants. Je ne sais pas s'ils étaient beaux, mais ils ont été particulièrement efficaces et ils étaient terrifiants sur le plan géopolitique. Alors, entrons de plein-pied dans toutes ces questions. D'abord, l'aéronautique, c'est le monde de la contradiction. Parce que, bon, bah, ce qu'on envoie, hein, plus lourd que l'air, c'est pas pour rien que Lord Kelvin considérait que c'était impossible, ça fait partie des nombreuses prédictions du légendaire Lord Kelvin, qui pourtant était pas complètement un idiot, mais qui a dit plein de conneries sur l'avenir de l'aviation. D'ailleurs, à peine quelques mois avant le premier vol des frères Wright, vous aviez la presse américaine qui disait: «On n'aura pas un vol d'un plus lourd que l'air avant 10 000 ans». Pas 1000, pas 100, 10 000 ans, carrément. Parce que l'aviation, c'est le monde de la contradiction. Faire voler quelque chose de plus lourd que l'air, déjà, même si bien sûr les oiseaux y parviennent, bah, c'est quelque chose qui, pour les premières technologies humaines issues de la révolution industrielle, était antinomique parce que c'était le monde des rampants, les moteurs à vapeur, qui étaient très lourds d'ailleurs, et il a fallu bien sûr développer des moteurs nouveaux, les moteurs à explosion. Et depuis ce temps-là, en fait, l'aviation a été le règne de la contradiction parce que vous avez des contraintes qui sont antinomiques. La plus célèbre dans le monde civil, c'est habitabilité, aérodynamisme. C'est très dur d'être à la fois habitable, d'avoir de l'espace et d'être aérodynamique. Aujourd'hui, on évoque la possibilité de résoudre un peu ce problème dans l'aviation civile en faisant des ailes volantes. Mais la régulation, les régulations qui sont parfois excessives et pas forcément très efficaces du monde de l'aviation civile empêchent ça. Par exemple, vous savez, vous pouvez pas avoir aujourd'hui des sièges en rotin ou des sièges en mousse dans les vols civils parce que les régulations vous en empêcheraient. Et puis il y a le fait aussi que les fabricants sont très conservateurs. Dernièrement, vous avez eu les grands scandales sur Boeing, qui ne passait pas ses contrôles qualité et à cause de qui, Boeing, on a des astronautes aujourd'hui qui sont encore coincés dans la station spatiale internationale. Donc l'industrie de l'aviation civile est très conservatrice, même si elle évoque régulièrement de faire une aile volante, comme le bombardier B-2 l'a démontré, qui optimiserait davantage l'habitabilité et l'aérodynamique, puisque bah, vous auriez de l'habitat sur toute la portance, alors que les ailes pour un avion civil bah, ne servent que de réservoir, mais pas pour l'habitat, pas pour se déplacer, etc. Donc là, vous comprenez déjà le principe du fait que l'aéronautique, c'est le règne de la contradiction. Et alors encore plus
pour l'aéronautique militaire. Un exemple, c'était le fameux Harrier, donc l'avion britannique qui a été déployé pendant la guerre des Malouines notamment, Falklands pour les Britanniques, bien sûr. Et le Harrier était un avion à tout faire, donc déjà ce qu'on allait appeler un multi-rôle, puisqu'on va y revenir, le concept d'omni-rôle est davantage une arnaque intellectuelle. J'exagère un peu, mais c'est vrai. Le Harrier était un avion, un ADAV, avion à décollage et atterrissage vertical. C'était le Graal évidemment pour les porte-avions, mais ça venait avec tout un tas de problèmes, notamment pas de vol hypersonique. On ne sait pas faire un ADAV hypersonique parce que mettre des tuyères de post-combustion sur un moteur qui va devoir décoller et atterrir verticalement, c'est une contrainte antinomique. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Les nazis, quand ils faisaient leur Wunderwaffen, avaient envisagé une sorte de fusée, un avion fusée, avec des réacteurs qui tourneraient comme ça. Donc vous aviez un avion genre la fusée de Tintin, et des réacteurs qui tourneraient autour et qui lui permettraient de décoller verticalement et d'atterrir verticalement. Alors il aurait fallu des pilotes mais complètement barges pour pouvoir faire voler ce genre de prototype, mais équivalent moral de la guerre toujours. Quand on est dos au mur, quand on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que on est en mode survie, oui, on innove, on invente les pires dingueries, et les Allemands avaient déjà envisagé ça. Du coup, ça nous donne d'ailleurs une idée de la logique qui pourrait présider, de la logique épistémologique, pas aéronautique, parce que ça ressemble pas du tout à ce prototype allemand, mais de la logique qui pourrait présider à la conception, qui aurait pu présider, parce il est conçu, hein, le MiG-41, il va apparemment voler pour la première fois en 2025, même si tout est possible, et il devrait donc être mis en service en 2030 d'après les experts. Mais donc je dis bien logique épistémologique parce que physiquement il ressemble pas du tout à ce prototype allemand. Mais cette logique épistémologique, c'est en gros de dire on va fusionner l'avion et le missile. On va faire un avion-missile. Donc c'est pas comme la Vega missile de notre ami le Bollider, mais on a vraiment cette idée qu'on va fusionner un avion et un missile pour faire, et c'est ça la dinguerie, une sorte de vaisseau spatial. Ce qui à la fois est fou et en même temps a des précédents. Alors, allons justement sur ces précédents. Le MiG-41 vient de la longue lignée des MiG, alors jusqu'au MiG-21 en fait, hein, le premier chasseur supersonique de première, deuxième génération pour les Russes, qui était un très bon avion pour son époque, vraiment un avion remarquable qui a marqué la guerre froide. Et puis après, vous avez eu des leçons. Vous avez eu notamment l'arrivée sur le territoire russe des bombardiers supersoniques américains, notamment le Blackbird et le Valkyrie. Alors ça a vraiment été un coup de fouet pour les soviétiques à l'époque, dans les années 60, parce que à chaque fois, vous savez, hein, la dissuasion nucléaire, vous avez peur de ce qu'on appelle un gap, un fossé d'innovation. Donc ils ont une technologie que vous n'avez pas, c'est le principe de la course aux armements, donc il va falloir développer quelque chose pour rattraper cet écart, mais on dit bien quand on est en surf qu'il faut surfer là où la vague sera, donc on essaie d'innover un cran au-dessus, et ça a amené les Russes à fabriquer le MiG-25, le Foxbat. Alors les Russes ont beaucoup de titane, ça leur permet de faire des avions qui peuvent tenir la chaleur. C'est un point très important parce que les Américains, par exemple, n'avaient pas beaucoup de titane, et quand ils ont construit le Blackbird, eh ben, la CIA avait mis au point, parce que le Blackbird était conçu notamment pour la CIA, c'est elle qu'en a opéré le plus. Et donc, c'était un avion bien sûr espion, notamment, qui était donc le successeur en termes d'opération du fameux U-2. Et le Blackbird, donc, pouvait atteindre des vitesses exceptionnelles, au-delà de Mach 3, si ma mémoire est bonne, et donc sa carlingue était en titane. La CIA avait monté plein de sociétés écrans pour acheter du titane aux Russes, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué des avions pour espionner les Soviétiques avec leur propre titane. Et pour ça, donc, ils ont mis en place toutes ces sociétés écrans à travers la Malaisie, l'Indonésie, etc. Et ça va rester, hein, bien sûr, une des grandes spécialités de la CIA, les sociétés écrans, les paravents, et vous retrouvez même ça un peu dans le James Bond, quand James Bond, MI6, pas CIA bien sûr, mais quand il vous donne sa carte de visite, dans les films, il fait partie de Universal Export. C'est un truc qui avait été pensé par Ian Fleming lui-même, et c'est tout à fait vrai, puisqu'un espion, un agent de renseignement, il peut souvent avoir à opérer à travers des sociétés écrans, et qui lui procurent aussi bien une légende, une couverture, mais en fait aussi des moyens opérationnels de faire circuler des biens, des personnes, de l'information, etc. Et la CIA opère des sociétés écrans partout dans le monde, notamment pour le rachat de données. La CIA aujourd'hui, avec la NSA, c'est le plus gros data broker au monde, mais via des tas de sociétés écrans. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc, le Blackbird et le Valkyrie
ont réveillé les Russes, ils se sont dit: «Il nous faut des intercepteurs». Alors les intercepteurs, c'est des types d'avions que l'Occident ne conçoit plus. C'est vraiment une philosophie très précise, un avion qui doit aller très vite en ligne droite, qui doit pas manœuvrer, mais qui doit arriver très rapidement, pour shooter typiquement, un bombardier supersonique ou un avion espion donc. Ça va avec le fait que la Russie a le plus grand territoire au monde et donc elle a besoin de, faire respecter sa souveraineté aérienne et ça va bien avec la logique de l'intercepteur, même si, problème, un intercepteur n'a pas forcément un rayon d'action de foufou. Par exemple, un MiG-31, c'est autour de 750 kilomètres de rayon d'action. Pour le plus grand pays du monde, c'est pas dingue, mais bon, bah, vous en fabriquerez plein, ça tombe bien. Comme je vous disais, la Russie a beaucoup de réserves de titane. D'ailleurs, l'Ukraine en avait pas mal aussi, mais avec la situation actuelle, ça va tomber dans les mains des Russes en partie. Donc, les Russes ont développé le Foxbat, qui était déjà terrifiant pour les Américains, parce qu'il allait très vite, et ils l'ont raffiné en le MiG-31, le Foxhound, qui encore aujourd'hui est très pertinent en géopolitique. Alors, on peut dézoomer un peu pour sortir du monde de l'aviation. Après tout, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, donc on a des outils pour réaliser une politique qui peut être donc la dissuasion notamment. Et là, c'est un point très important parce que les MiG-31 ont joué un rôle décisif en mer Noire et jouent encore un rôle décisif en mer Noire aujourd'hui, y compris dans le conflit israélo-palestinien qui est en train de devenir donc le low-key conflit israélo-iranien avec l'axe de la résistance iranien qui est aujourd'hui approvisionné par les Russes. Alors, reprenons le truc au départ. Au début, vous aviez eu le remodelage du Grand Moyen-Orient, vous aviez tout un tas d'organismes politiques qui étaient très très contents que les Américains aillent détruire des régimes comme celui de Kadhafi. Et Kadhafi, je ne le cite pas au hasard parce que ça a été le moment plus un pas en arrière dans la géopolitique russe et chinoise. C'est à partir de ce moment-là que les Russes et les Chinois se sont dit « stop ». Il faut comprendre qu'en 2003, la Russie qui sortait d'une crise, une des pires crises de son histoire, la sortie de l'Union soviétique, avec un effondrement de l'espérance de vie, un effondrement de l'économie, un effondrement de son empire, eh bien, n'était pas en mesure de dire non aux Américains. C'est même pour ça qu'à l'époque, Poutine avait voulu envisager d'entrer dans l'OTAN. Puis après 2003, l'axe Paris-Berlin-Moscou, Condoleezza Rice dit « oubliez les Russes ». Donc, plus jamais on envisagera de les faire entrer dans l'OTAN, mais ça a été envisagé. Et pardonnez aux Allemands, punissez les Français, ça a été l'affaire Clearstream, vous connaissez déjà tout ça. Eh bien, les Russes ensuite, Poutine en particulier, a voulu reconstruire la puissance russe pour pouvoir dire non aux États-Unis. Ça lui a pris 7 ans. C'est 2010-2011, il ne peut pas sauver Kadhafi, et il s'en est voulu géopolitiquement, pas personnellement, vous imaginez bien, mais géopolitiquement, il s'en est voulu, et ça se voit aujourd'hui quand, par exemple, Poutine dit je défendrai Traoré, le capitaine Traoré, à mon corps défendant, avec ma vie. Ça, c'est vraiment l'exemple. Traoré et Kadhafi sont pas similaires en termes de personnages, mais en termes d'échiquier géopolitique, oui. Panafricains tous les deux, avec un tropisme logique vers la Russie. Et donc là, Poutine aime envoyer le message de dire « je peux protéger des personnalités politiques qui vont dans mon sens ». Exemple parfait, l'Arabie Saoudite. Jamais l'Arabie Saoudite aurait envisagé de dédollariser, même un peu, pas complètement, mais un peu, de dire on va vendre du pétrole dans d'autres devises en 2003. Jamais. Vous faisiez ça en 2003, les États-Unis vous rectifiaient direct. Maintenant, les Russes sont crédibles pour dire on peut vous protéger. Et ben, cette crédibilité, les MiG-31 en font partie. Pas seulement, mais ils en font partie. Je continue après 2010, les Russes vont vraiment sauver Bachar el-Assad. C'est grâce à Poutine que Bachar el-Assad est encore au pouvoir aujourd'hui. Son fils vient de passer une thèse ou un master, je sais plus, à l'université d'État de Moscou. Et comment ils ont fait ? En ayant la flotte de la mer Noire, Sébastopol, où ils ont déployé des navires, notamment l'amiral Kuznetsov, au large de la Syrie. Et ça a permis de dissuader les Américains qui étaient opérationnels pour faire l'équivalent de ce qu'ils avaient fait en Libye. Et ça commençait par une no-fly zone, laquelle no-fly zone était impossible avec les forces russes en présence. Du coup, les Américains ont parfaitement compris, et c'était Obama à l'époque, qu'il fallait empêcher les Russes d'avoir la flotte de la mer Noire. Et donc, 2014, donc 3 ans après 2011, vous avez Euromaïdan et le coup d'État en Ukraine. Eh bien, les Russes l'avaient prévu, et c'est pour ça qu'eux ont annexé la Crimée, qui était trop importante pour eux, parce que c'était la flotte de la mer Noire qui leur avait permis de protéger Bachar el-Assad, et qui leur permet de se projeter dans toute la région. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, de dissuader en grande partie
les Américains de se déployer à leurs aises avec leurs porte-avions. Par exemple, quand, vous avez eu, sous l'égide de Blinken bien sûr, même si c'était beaucoup plus secret que ça, les Américains qui ont envoyé le USS Gerald Ford et je crois que l'autre c'était le Eisenhower, donc le Gerald Ford c'est leur plus gros porte-avions. Eh bien, Poutine a dit: «Je vais déployer des MiG-31 équipés de Kinjal», donc missiles hypersoniques. Le MiG-31 peut faire du Mach 3, ce qui est jamais atteint dans un avion, par exemple, français, hein, pour vous donner des idées. Et le missile Kinjal, lui, je crois, peut faire 5 ou 7, je sais plus, enfin bon. Mais c'est additif parce qu'évidemment, quand vous lancez le Kinjal, le but, c'est de le lancer dans le cône de visée pour que les 2 vitesses s'additionnent. Donc vous vous retrouvez vraiment avec un missile qui est complètement ininterceptable pour un porte-avions américain et qui va le couler. Et c'est pas les close-in weapon systems, donc les systèmes phalanx, les mitrailleuses de proximité qui sont là pour tirer sur les missiles anti-navires type Exocet ou Harpoon, ou Moskit, je crois, pour les Russes, qui se rapprocheraient. Là, c'est mort. C'est absolument mort. Vous avez un truc qui va faire un bruit terrifiant et qui va vous couler votre porte-avions et vous avez l'air con. Et évidemment, le rôle politique de votre porte-avions est déjoué par quelque chose qui coûte beaucoup moins cher, à savoir un intercepteur et un missile hypersonique. Et ben ça, c'est le rôle du MiG-31 et c'est ce que les Russes ont voulu développer encore davantage avec le MiG-41 qui s'inscrit donc directement dans cette lignée parce que ça, ce sont des outils politiques très forts. Je peux vous donner, entre-temps, des exemples d'outils politiques qui n'ont pas servi à Poutine. Exemple typique, le T-14 Armata. Le char le plus avancé au monde, peut-être à égalité avec le coréen, bon, même si c'est très dur de dire, mais le problème, c'est que un char, il y a une contradiction aussi, c'est que c'est censé être rustique. Alors quand vous voyez des salons de l'armement où tout est bien poli, c'est très mignon, puis ensuite vous voyez la guerre en Ukraine, puis vous voyez des chars tortus avec du bricolage au fer à souder dégueulasse, ce qui est pourtant une loi de la guerre, que toujours oublient les premiers de la classe avec l'arrêt sur le côté et les lunettes sans monture, qui sont ravis de leur diplôme d'ingénieur, mais qui savent pas à quoi ressemble la vraie guerre. Et un bon exemple, c'était le Sherman Rhino, c'était les innovations, les Hobart's Funnies pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après le débarquement, vous aviez des sergents, je dis bien sergents, enfin des sous-officiers, qui avaient bricolé en récupérant des herses anti-chars, en récupérant des pièges sur les plages du débarquement, qui avaient bricolé avec un fer à souder, par exemple, des lames de bulldozer pour les Sherman. Et ça, c'était très pratique, et ça a sauvé des vies, et ça n'avait pas été pensé par les premiers de la classe avec l'arrêt sur le côté et les lunettes sans monture dans les bureaux d'études aux États-Unis. Et ça, c'est la grande contradiction de la guerre, c'est-à-dire la rusticité et la haute technologie, ce mélange perpétuel de low-tech et de high-tech. Il vous faut du high-tech, bien sûr qu'il faut faire de la recherche, mais il vous faut du low-tech aussi. Et les armées, en fait, qui sont couronnées de succès sont celles qui arrivent à mélanger le high-tech et le low-tech, et ça, c'est depuis l'Antiquité, en réalité, que c'est le cas. Prenez le cas de prendre des cochons avec de la paille enflammée pour faire peur aux éléphants du temps de Scipion l'Africain, enfin, c'est low-tech, quoi. Et toutes les autres conneries, enfin, à la guerre, faut faire de l'innovation et du low-tech. Et évidemment, les ingénieurs diplômés, ils aiment bien montrer qu'ils sont high-tech, et donc ils méprisent le low-tech, ça c'est une énorme connerie. C'était une parenthèse importante. D'ailleurs, c'est ce qu'expliquait Elon Musk quand il a simplifié considérablement le Raptor. Vous regardez vraiment l'image qui montre comment le moteur Raptor a été simplifié, et c'est un moteur high-tech et low-tech, c'est un parfait exemple de ça. Il explique, Elon Musk, qu'à l'école, quand on forme un ingénieur, on lui apprend pas à remplacer une pièce par rien, parce que ses examens, ses concours d'entrée dans le cas français, l'encouragent à rouler des mécaniques, à montrer qu'il sait faire, et donc à tout surcomplexifier comme un abruti. Et ça, c'est évidemment débile quand on doit faire quelque chose dans le monde militaire, mais aussi dans le monde civil, puisque les fusées d'Elon Musk ont une vocation civile. Et vous regardez vraiment le cas du Raptor, qui déjà est un moteur Metalox, on va y revenir, parce que donc c'est méthane, oxygène liquide, ce qui en soi est très low-tech, avec une fusée en inox, ça aussi c'est de la dinguerie. Et ben il y a cette mentalité de dire il vaut mieux remplacer quelque chose par rien. La meilleure pièce, c'est pas de pièces. Et encore une fois, dans le cas français, nos écoles d'ingénieurs sont très loin d'avoir intégré ça, alors que Elon Musk, lui, l'a intégré. Je ne vais pas jeter la pierre uniquement à la France. La NASA l'avait pas intégré suffisamment. Elle l'avait intégré, mais pas suffisamment. Pour tout un tas de raisons. D'abord, les appels d'offres. Si vous mettez plein de pièces, vous augmentez l'entretien, tout coûte plus cher, vous pouvez tout justifier, c'est génial.
Et puis bon, encore une fois, vous avez cette idée que vous montrez que vous êtes balèze si vous surcomplexifiez le truc. Mais il y a un exemple célèbre qui était, un cas de marketing où pour vendre des pneus, vous aviez un groupe de réflexion qui se posait la question: «Comment on doit les emballer?» Puis au bout d'un moment, il y a un consultant qui a dit: «Bah, on les emballe pas, c'est des pneus, c'est beau, ça doit montrer que c'est, tout temps, que ça peut résister à la neige, à la chaleur et cetera. Donc pourquoi les emballer?» Ça, bah, renverrait au client l'idée que, ils sont pas résistants, donc on les emballe pas. Vous voyez, vous remplacez une pièce, en l'occurrence l'emballage, par rien et ça, c'est de très, très, très loin la meilleure, stratégie, de design. Alors justement, Lockheed Martin qui avait fait le Blackbird, eux, ils avaient inventé donc les Skunk Works, ce sont avec un sconce, c'est leur unité un peu d'élite, de conception en bureau d'études et ils avaient, propagé la philosophie KISS, Keep it simple, stupid, fais simple, imbécile. C'est une philosophie de conception très juste, notamment quand on est, en environnement dégradé, en environnement militaire où tout peut arriver et vous avez, certains projets, qui sont issus de cette philosophie KISS qui ont cartonné, bah, typiquement le Raptor dans sa version simplifiée, Raptor 3 aujourd'hui chez SpaceX, mais aussi la 10 Warthog, le Thunderbolt 2, donc avion d'appui au sol américain, qui lui était conçu pour être ultra rustique. Là aussi je vais y revenir parce que soi-disant le F-35 devait le substituer, et en fait, c'est 2 philosophies de conception complètement différentes. Vous avez dans le cas du A-10 Warthog, Thunderbolt 2, avion remarquable mais immonde. Je refais cette parenthèse, si vous n'êtes pas habitué à la chaîne, hein, vous savez que je fais tout le temps des parenthèses, c'est ma stratégie, c'est, pensée arborescente, c'est comme ça que je veux travailler. Le A-10 Thunderbolt, eh bien, il y a une vertu immense à sa conception, mais un vice immense dans les abominations qu'il a faites en Irak. C'est quand même lui qui tirait par son, canon Avenger, des munitions à l'uranium appauvri qui ont déformé des bébés en Irak. C'est une abomination et c'est tout le paradoxe de la conception militaire, c'est qu'il y a une gigantesque vertu qui est mise dans le fait de trouver des solutions, ces formes, ces structures et ces objets livrés et à la fin ce qu'on en fait. Et c'est vraiment ça crée la recherche militaire crée de la vertu, mais met cette vertu au service, souvent, d'abominations. Mais bon, on doit reconnaître, malgré les abominations de ces munitions à l'uranium appauvri, donc pourquoi l'uranium appauvri? Parce que c'est très dense, encore plus dense que le tungstène, et donc ça pénètre les chars d'assaut même avec du 30 mm, en passant par le haut, et c'est ce que devait faire le Warthog, tirer sur les chars avec du 30 mm, et les pénétrer, et c'est ce qu'il faisait très bien avec son fameux brrrt, mais encore une fois, ça laissait de l'uranium appauvri partout, et a tué des dizaines de milliers de personnes. Donc on doit voir ça du côté bureau d'études maintenant. C'était un avion qui comprenait la philosophie de la guerre, c'est-à-dire rusticité. Il était capable de rentrer avec un seul moteur, il était capable de rentrer avec une seule aile, c'est la dinguerie, le truc pouvait voler avec une seule aile, et le pilote était entièrement protégé dans une sorte de bassine en titane, et au fond, l'avion lui-même, c'était un avion qui fusionnait avec son canon. Et ça, c'est important comme concept, parce que je vais y revenir donc sur le MiG-41, qui est un avion missile, qui est un avion qui fusionne avec la munition qu'il est censé emporter. Mais donc, le A-10, c'est un canon avec des ailes. Et ensuite, tout un tas de protections. Et ça, c'est la bonne logique pour la conception militaire. Parce que rusticité, vous savez, le monde militaire, c'est ce que les Américains appellent le SNAFU, c'est-à-dire Situation Normal, All Fucked Up. Donc, situation normale, tout part en couille. Et là, pareil, hein, si vous me reprochez d'avoir utilisé de la vulgarité, le général Patton en parle mieux que moi. Quand je veux que mes hommes se rappellent de quelque chose, je leur dis 2 fois plus salement. Vous imaginez bien que dans le monde militaire, c'est comme ça, de Cambronne à nos jours. Donc, dans la mesure où vous évoluez dans un environnement SNAFU, il faut que votre avion, ou n'importe quel moyen militaire que vous avez, tank, etc., soit SNAFU aussi. Et le T-14 Armata, il n'était pas tellement SNAFU. En fait, ce qui a été SNAFU, ça a été donc les turtle tanks foireux, bricolés à l'arrache, vraiment comme des trucs de Gorka Morka, jeu de plateau pour gros nerds de mon âge. Et c'est la bonne logique. Mais évidemment, quand vous faites de l'aéronautique, c'est du ciselé, c'est du cousu humain. Alors, vous pouvez pas faire ça, le A-10 Warthog, lui, il fusionnait les deux. Le F-35 devait, en tant que multi-rôle, les Américains disent multi-rôle, ce qui est quand même plus réaliste que omni-rôle, parce que omni-rôle, ça n'existe pas. Eh bien, le F-35 n'est pas du tout compétent pour faire l'appui au sol au niveau du Warthog, qui est donc un avion qui devait certainement pas être supersonique, certainement pas être furtif,
mais très résistant, pouvoir, subir énormément de dégâts et rester, même à basse altitude, faire du loitering, rester longtemps sur le champ de bataille, ce qu'évidemment le F-35 ne peut pas faire. Donc toujours pour rappeler que l'aéronautique, c'est le monde de la contradiction. Eh ben, les Russes, du coup, ils peuvent vous faire, des avions qui peuvent être, j'exagère en disant monofonction, mais ce concept d'intercepteur, c'est en soi monofonction. Parce que, comme je vous le disais, avoir un avion à décollage, atterrissage vertical supersonique, c'est impossible dans l'état actuel et c'est pour ça qu'en fait le F-35, il est à décollage court, atterrissage court, techniquement, voilà. Après il peut faire, je crois, de l'atterrissage vertical, mais c'est pas les 2 qui sont entièrement verticaux et il est hypersonique, certes, il est aussi furtif. Ça, c'était la dinguerie, en fait, du F-35. Avoir tout ça, quoi. Un avion monomoteur, qui pourrait donc évoluer sur porte-avions sur de la très courte distance, être furtif et être supersonique, etc. Et bien sûr, c'est un ordinateur volant. Ce qui est très important dans la conception du F-35, parce qu'un ordinateur, du F-35 et du MiG-41 pour le contrer, même si techniquement c'est le Sukhoi 57 qui doit contrer le F-35, mais vous allez voir que tous ces points sont importants. En fait, le F-35 est un ordinateur volant, il est fait pour évoluer en réseau, il a une avionique de grand malade, il a un casque qui coûte 400 000 $ pièce, qui est le casque le plus neuroergonomique du monde à sa sortie. Je ne sais pas ce que les Russes ont maintenant, même si les Russes sont réputés pour avoir moins de neuroergonomie que les Américains, toujours pour des questions de snafu, bien sûr. Et donc le F-35, il est fait pour interopérer avec d'autres F-35 en réseau, fusionner tous ces capteurs, d'où l'avionique de dingue, et bien entendu opérer avec des satellites. Un F-35 sans GPS, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Sans les constellations de satellites américains, c'est beaucoup moins intéressant. C'est bien pour ça que les commandes de F-35 étaient des commandes captives en géopolitique. Ça vous abonnait avec des entretiens de malades, parce que c'est un avion avec des trappes dans tous les sens. Si la moindre trappe est mal fixée, et là vous n'êtes pas snafou du tout, l'avion il partira en sucette. Et puis donc, c'est aussi un avion qui espionne ses propres clients, puisque chaque service, chaque boulon vissé, chaque truc ajusté, même les sorties des avions, ça part directement chez les Américains. Donc, en contrepartie d'avoir un avion ultra évolué, les Américains espionnent leurs propres clients. C'est une des grandes raisons pour lesquelles le Rafale a connu un tel succès. Parce qu'aujourd'hui, bon, l'Eurofighter est pas du tout à la hauteur du Rafale. Le Gripen est la version low cost de l'Eurofighter, mais bon, au moins il est beaucoup moins cher. Enfin, du Eurofighter et du Rafale, quoi, pour simplifier. Et bien sûr, sinon, vous devez vous procurer chez les Russes ou les Chinois. Ce qui est, selon votre alignement politique, par exemple pour les Suisses, c'est mort. Bon, les Suisses n'ont pas pris le Rafale parce que, mine de rien, le décollage court d'une part, c'est très important pour eux parce que leurs avions doivent sortir de grottes, de hangars dans la montagne. Ça, évidemment, les Suisses sont pas assez tarés pour, en situation de guerre, faire décoller leurs avions depuis des aéroports qui se verraient par satellite. Donc, leurs avions doivent être conçus pour décoller depuis les hangars dans les montagnes, d'où leur intérêt avant pour les Super Hornets. Et puis, ils le disent pas trop parce qu'ils prétendent encore être neutres. Ils ne le sont plus du tout, on l'a vu, hein. Je rappelle, hein, si vous aviez raté cet épisode, pourquoi les Suisses sont plus du tout neutres. Ils sont restés neutres pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils avaient dans leur coffre-fort des lingots d'or fondus à partir des dents en or des victimes des camps de concentration. Là, ils étaient neutres. Maintenant, pour les Russes, ils sont pas neutres. C'est-à-dire, ils ont séquestré l'argent des Russes. Ils ne sont pas séquestrés lors des nazis. Pendant la guerre, ils ont attendu que les nazis soient battus, pas fou. Mais par contre, lors des Russes, ils l'ont séquestré. Bien sûr, les Russes font bien pire que les nazis, tout le monde le sait. Donc c'est juste pour que vous compreniez cette parenthèse sur la question de la neutralité suisse. Cependant, il y a quand même un fond de prétention neutre, et je le comprends, parce que c'est dans l'intérêt de la Confédération après tout. Et ce fond, c'est de pas dire à la France « in your face », en fait, on prend des avions dans la perspective éventuelle de se battre contre vous, ou de devoir abattre les vôtres. Auquel cas, si on a pris des rafales, c'est pas top. Donc c'est une autre raison très discrète, pas du tout avouée politiquement, vous verrez personne qui va avouer ça en Suisse, hein. Mais dans le cahier des charges d'avoir pris le F-35 pour les Suisses, il y a d'une part que le décollage-atterrissage très court, c'est très intéressant pour sortir des hangars, et la furtivité aussi c'est cool, mais d'autre part, le fait qu'un scénario possible, c'est pas seulement de tirer des avions russes, mais de tirer des avions français. Et cette parenthèse est importante. Donc, le MiG-41, pardon. C'est le MiG-31 en mieux en tout, ce qui est logique.
il a des ambitions complètement dingues. Pourquoi j'ai parlé autant du F-35? Parce qu'il avait déjà des ambitions complètement dingues. Furtif, décollage-atterrissage très court, intégration, sensor fusion, la totale, enfin et monomoteur et petit, est censé être une version, un peu comme le F-16 qui est low cost et multifonction, multi-rôle. Bon, le F-35, il est plus du tout low cost, plus du tout. Et le F-16 de base n'était pas rustique, ce qui est d'ailleurs un énorme problème pour les Ukrainiens aujourd'hui, parce que bon, avec sa grosse prise d'air, bah évidemment, quand vous avez un caillasse qui traîne, le F-16 il le vit très mal, alors que les avions russes, qui sont conçus pour ça, depuis la philosophie du quoi, pas du Yak-3, mais du Sturmovik, ouais, du Sturmovik qui était pareil, un peu comme le A-10 beaucoup plus tard, un truc qui pouvait ramasser beaucoup de punitions. Parce que c'est le principe d'un avion d'appui au sol, il doit quand même ramasser quelques coups avant de partir en vrille. Donc, pas de rusticité pour les F-16, en tout cas pas au niveau des avions russes, mais c'est quelque chose qui reste important aujourd'hui sur le champ de bataille. Alors le MiG-41, aussi dingue que le F-35, en fait encore plus dingue. C'est-à-dire que là, on veut tout. On veut du Mach 5, c'est ce que les Russes ont annoncé. Là, vous êtes dans la folie furieuse, et on va voir dans quelle mesure c'est scientifiquement fascinant. Donc, au moins Mach 4, 4 fois la vitesse du son, mais jusqu'à Mach 5. Vous voulez pouvoir faire du saut spatial, donc, un bond dans l'espace. Et le terme saut est très important, parce que selon que vous appelez ça un saut ou de la manœuvre, c'est plus la même chose. Vous devez pouvoir faire de l'opération arctique, comme le Gripen. Évidemment, le Gripen, avion suédois, il a tout un machin pour le verglas sur son train d'atterrissage. Vous devez, donc, furtif, il doit importer des Kinjal, alors la munition typique pour laquelle le MiG-41 est conçu, c'est le Kinjal, le missile hypersonique russe, manœuvrant. Très important, l'aspect qu'il soit manœuvrant, pas balistique. Il n'a pas une trajectoire prévisible, il est capable d'ajuster sa trajectoire. Ce qui est très dur pour des missiles à combustible solide. Un mélange solide. Et on va voir que c'est ça le point important quand on parle du MiG-41, de parler d'un saut dans l'espace. Pas forcément de manœuvrer, ou peut-être que les Russes veulent aller jusqu'à une certaine manœuvrabilité. Donc, opération arctique, furtif, Mach 4 ou 5, pouvoir emporter donc ces munitions, et j'en oublie, je vais regarder mes notes, et je vais vous dire ça. Armement électromagnétique, oui, je vais oublier ça, donc impulsion électromagnétique pour pouvoir empêcher la communication entre même des armées à un missile ou d'un drone, ou vraiment empêcher un drone de voler. Un rayon d'action étendu, supérieur à celui du MiG-31. De l'intelligence artificielle pour le Fire and Forget, donc vous lancez un missile, et donc ce qu'on appelle un Fox 3, missile radar actif, mais là on parle vraiment de pouvoir lancer un missile, vous êtes tourné par là, l'ennemi est derrière, le missile il revient, ça on sait déjà le faire, bah, les Russes veulent aller encore plus loin. Arme à énergie dirigée. Ça, c'est le point très important. Le MiG-41 aura des armes à énergie dirigée et sera vraisemblablement capable de détruire un missile à distance. Ce qui, en matière aéronautique, pose tout un tas de problèmes, parce qu'une arme à énergie dirigée, on se dit c'est un rayon laser, ça pèse rien. Non, en fait, ça pèse une tonne parce qu'il faut une batterie. L'énergie, vous la sortez pas de nulle part. Il faut que vous soyez capable de produire cette énergie. Évidemment, première loi de la thermodynamique, on ne détruit pas l'énergie, et donc cette énergie, vous l'emportez. C'est pas parce que c'est un laser que vous l'emportez pas. L'avantage du laser, c'est que ça va vite, et infiniment plus vite qu'un missile, puisque c'est la vitesse de la lumière. Mais vous devez quand même emporter quelque chose. Donc ça peut être très très lourd, et ça, évidemment, comment les Russes vont le faire, aucune idée, vous êtes sur de l'ultra classifié. Dans le côté furtif, vous aurez aussi donc de nouveaux revêtements. C'est la philosophie du Vantablack. Alors le Vantablack, c'est un truc civil, c'est des nanotubes de carbone dans une sorte de peinture, un revêtement, qui est le matériau le plus noir du monde, puisque vraiment, imaginez si vous faites une sculpture, vous faites un buste, et que vous le peignez en Vantablack, vous verrez pas les détails des contours. Si vous mettez une lampe torche dessus, vous verrez pas le relief, tellement c'est noir, tellement ça absorbe la lumière. Et donc ce sont des nanotubes de carbone qui dirigent la lumière comme des fibres optiques, et l'absorbent à l'intérieur du matériau. Bah ça, c'est la philosophie de la furtivité. Il y a plein d'autres raisons aussi, vous avez la géométrie, bien sûr, etc.
qu'au départ, les Américains avaient développé la géométrie furtive avec beaucoup d'angles, parce que leurs ordinateurs à l'époque permettaient pas de faire de calculer des arrondis pour la réflexion radar. Mais maintenant, le F-22, qui est furtif, qui est même beaucoup plus furtif que le F-117, très anguleux, eh bien, est beaucoup plus arrondi aussi. À l'époque, les Américains avaient tenté de brouiller les pistes en disant, parlant d'avions frisbee, trucs comme ça, en évoquant la possibilité que leurs avions furtifs fussent très très onctueux dans leur ligne, dans leur design, mais au final, ça n'a pas été le cas. Bah là, les Russes c'est une technologie qui leur a été volée entre guillemets, c'est-à-dire que les Russes avaient développé les meilleures technologies furtives, les avaient publiées dans des journaux russes, un comité de lecture universitaire, et les Américains les ont récupérées et les ont diffusées et ont pris une avance considérable parce qu'à l'époque, les Soviétiques croyaient pas trop en la furtivité. Et ben là où les Soviétiques, puis plus tard les Russes, ont appris de leurs erreurs, c'est la fameuse MHD qui permet au MiG-41 d'avoir cette vitesse de Mach 4 ou Mach 5, la magnéto-hydrodynamique, c'est-à-dire donc le contrôle de l'écoulement d'un fluide magnétique, d'un fluide qui a une charge magnétique, autour d'un objet qui se déplace. Ça peut être dans l'eau, et ça peut être donc dans l'air. Et la magnéto-hydrodynamique, très chère à Jean-Pierre Petit, qui était un des chercheurs piliers dans le domaine, si ce n'est le chercheur pilier dans le domaine. Et Jean-Pierre Petit, comme vous le savez, mais on ne le rappellera pas assez, les abrutis de bureaucrates français ne l'ont pas pris au sérieux quand il développait des techniques de MHD très avancées, notamment parce qu'il avait été un des premiers, si ce n'est le premier, et certainement même le premier, mais après il y a toujours la question monde militaire, monde civil, à avoir stabilisé les instabilités électrothermiques ou thermales, je crois qu'on dit thermique, bon, thermique en français, thermol en anglais, dite instabilité de Velikov, qui donc sont des formations en piles d'assiettes quand vous avez un objet qui se déplace dans un plasma à grande vitesse. Et ça, c'est ce qui a permis très vraisemblablement aux Russes de développer leur fameux missile hypersonique qui pourrait atteindre donc Mach 17 et manœuvrer. Parce que vous pouvez atteindre des vitesses de malade quand vous avez une trajectoire parabolique prévisible, mais c'est quand ça manœuvre que c'est complètement dingue. Et la manœuvrabilité à d'aussi forte vitesse, outre le fait que d'aussi grande vitesse, bien sûr, normalement, vous oblige à avoir une forme d'aiguille. Eh ben non, si vous voulez manœuvrer, il faut une forme un peu plus proche d'une aile. D'où la forme du Kinjal et aussi la forme donc des planeurs hypersoniques russes. Et ben ça, c'est la MHD. Là, les Russes l'ont piqué à la France, par connerie, pas par malveillance, c'est juste que les bureaucrates français, les abrutis, ils disaient « Ah mais bon, Jean-Pierre Petit, il a pas fait Polytechnique, vous comprenez ?» Et puis en plus, alors Jean-Pierre Petit, il parle d'extraterrestres, alors là aussi, vous comprenez, c'est pas sérieux, sauf que bon, ça sera pas le premier ni le dernier, et que ça n'a rien à voir avec ses compétences en matière de MHD, et surtout, je rappelle que sa croyance en les extraterrestres est protégée par l'article 1er de la Constitution française, qui dispose de ce que la France respecte toutes les croyances. Et oui, c'est un article qui est revenu à la mode avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais je ferme la parenthèse. Donc, la MHD est nécessaire pour le MiG-41 parce que les avions français n'utilisent pas la MHD, bien sûr, le Rafale certainement pas. Le Rafale a des stratégies qu'ont aujourd'hui maintenant tous les avions modernes, de domestiquer les turbulences pour avoir de la portance à faible vélocité. C'est ce qui lui permet en fait d'avoir une aile delta et un canard, c'est donc issu du Mirage 2000, qui avait une aile delta. Les ailes delta, en fait, c'est pas bon pour avoir une portance à faible vélocité, c'est un compromis, toujours les compromis en aéronautique. Donc pour les porte-avions, c'est pas foufou. Mais en domestiquant les turbulences sur l'intrado des ailes, les ingénieurs chez Dassault sont parvenus à avoir une portance à plus faible vélocité, et donc une vitesse d'approche plus faible pour se poser sur porte-avions. Et ça, c'est les technologies qu'on a sur les avions actuels. Mais pas de MHD. Très certainement pas. Parce qu'en aucun cas, chez Dassault, même dans leurs délires les plus fous sous LSD, ils auraient envisagé de faire un avion multirôle qui ferait du Mach 3 ou du Mach 4 et qui pourrait faire un saut spatial. Alors, ça serait quoi un saut spatial? Et ça servirait à quoi? Eh ben, en premier lieu, ça servirait à shooter les satellites. Parce que le but, c'est de tirer le high point. En fait, en stratégie militaire, si on dézoome un peu, on sort de l'aéronautique, vous avez ce qu'on appelle un high point. Le point culminant du champ de bataille. Le high point est réputé depuis des années par des chercheurs, notamment ceux de la Rand Corporation, qui font ça très bien, parfois très mal, mais parfois très bien. Je dis parfois très mal parce que la rusticité, tout ça, ça leur échappe souvent, mais
parfois, ils vous sortent des concepts qui sont dans le mille. Et ils vous disent, le high point, c'est l'espace. D'où le fait qu'il y a une armée de l'air et de l'espace en France, d'où le fait qu'il y a une armée de l'espace aux États-Unis. Et les Russes, bien sûr, ont développé les Kinjal pour pouvoir aussi shooter des satellites ou des variantes qui pourraient shooter des satellites. Pourquoi? Parce que le F-35, il opère très mal en environnement dégradé, contrairement au Rafale, qui lui opère très bien en environnement dégradé, peut opérer sans GPS, sans problème, etc. Si vous avez shooté tous les GPS, comme dirait Bourvil dans le Cornio, le F-35 il va marcher beaucoup moins bien. Et c'est le but en fait. Les Russes se sont dit, on va utiliser notre capacité, parce qu'ils avaient des précédents dans la capacité à faire un bond spatial, avec le MiG-31 justement, le MiG-31M qui avait déjà approché l'espace. Et du coup, on lance un missile, on flingue un satellite du système GPS. Et un satellite, ça se remplace pas aussi facilement qu'un avion, donc en matière de guerre, on marque des points, et surtout donc l'efficacité des F-35, mais aussi des F-22, qui sont donc les avions de supériorité aérienne américains qu'ils n'exportent pas, pour cette raison-là, contrairement aux F-35 qu'ils exportent, avec beaucoup de contraintes. Par exemple, ils les exportent pas aux Turcs, parce que les Turcs ont acheté des S-400, alors là, les Américains ont dit non. Les Américains, ils interdisent à des binationaux en Israël, par exemple, de piloter les F-35, ce qui est très dur à contrôler, mais c'est parce que vous avez beaucoup d'espions russes infiltrés en Israël parmi les binationaux russes israéliens. Donc évidemment, les Américains veulent pas de ça. Mais le F-22, il l'exporte carrément pas. Bon, bah, malgré cette grande supériorité, là vous auriez avec le MiG-41 un avion de 6e génération, pas de 5e comme le F-22. Le Rafale, c'est 4,5. On dit que c'est un 4,5. Parce qu'il n'est pas furtif essentiellement. C'est ça le ennemi. Il n'a pas de soute pour garder ses munitions, etc. Qui fait qu'il a une réflexion radar quand même très importante quand il est en ordre de combat, contrairement au F-22, contrairement au F-35. Bah, là, les Russes passent directement aux 6e génération. Et bah, le but, c'est de pouvoir shooter des satellites notamment. Et c'est pas idiot du tout comme réflexion, hein. C'est même plutôt très intelligent. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de le déployer? Est-ce que ça va finir comme le T-14 Armata? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Parce que le MiG-41 suit les succès du Foxbat et du Foxhound, donc du MiG-25 et du MiG-31. Et ça l'inscrit dans une logique vraiment très particulière que les Russes ont développé davantage. Maintenant, parlons du fameux saut spatial. Ça pose la question de la propulsion de la bestiole. Parce qu'autant avoir un avion qui peut faire du Mach 5, on se dit ok, si les Russes ont développé des technologies de malades en magnéto-hydrodynamique, que Dassault ne possède pas, que Lockheed ne possède pas, que Boeing ne possède pas, eh bien, ok, ils peuvent faire du Mach 5 sans problème, parce qu'ils peuvent contrôler la friction, ils peuvent contrôler la montée en température de l'avion, parce que déjà Mach 3, enfin le MiG-31, pour vous donner des exemples, c'était un avion qui s'usait très vite. Le Blackbird aussi d'ailleurs, parce que c'est bien beau le titane, mais au bout d'un moment, vous allez quand même poncer votre avion, quoi. Et ben bon, entre-temps, on peut imaginer que les Russes ont fait de la R&D. Donc ça, c'est pas le truc le plus dingue. Le truc le plus dingue, c'est vraiment la question de savoir si c'est un avion vaisseau spatial ou pas. Et avion vaisseau spatial, contrairement à un saut spatial, donc saut ou vaisseau, en gros. À savoir, si c'est un saut, bah vous vous dites l'avion, il met plein pot, avec a priori une propulsion qui serait des ramjets, je vais y revenir, et ensuite il coupe. Il coupe parce que les moteurs sont étouffés, et qu'il n'y a plus d'air dans l'espace, il n'y a plus de comburant, l'oxygène, il n'y a plus d'oxydateur, et donc il fait juste comme ça dans l'espace, et ensuite il balance son missile, qui lui peut opérer dans l'espace, parce qu'un Kinjal, il a son combustible et son comburant, il a les deux, il a son oxydant et son réducteur, comme le Metalox dont je vous parlais, donc pour les Raptors de Elon Musk, de SpaceX, c'est propulsé au Metalox parce que c'est un moteur spatial, il doit opérer sans oxygène, enfin sans oxygène environnant, donc c'est méthane et l'ox, oxygène liquide. Et vous avez l'oxydant et le réducteur, l'oxydant, l'oxygène, le réducteur, le méthane, qui permettent d'avoir la poussée. Et ça, c'est pas le cas pour un avion. Un avion, il a une entrée d'air. Un avion, il utilise l'air environnant pour tout un tas de raisons qui sont logiques, notamment en termes de poids. Je vais vous donner plus de détails sur le plan quantitatif là-dessus. Mais vous voyez, un F-35, il a ses entrées d'air, un F-16, il a sa grosse entrée d'air très gênante en termes de rusticité, et vraisemblablement, le MiG-41 a une entrée d'air aussi. Alors, ça pose donc la question de sa propulsion, à savoir, est-ce que ça va être un turbojet panaché ramjet? Ça, c'était typiquement ce que vous aviez avec le Blackbird. Ou est-ce que ça serait carrément un avion missile?
c'est-à-dire un avion qui soit aurait 100 des moteurs de missiles au cul, ça, je pense que personne n'y croit. Parce qu'un moteur de missile, ça part direct. Enfin, il y a quand même des contraintes de manœuvrabilité que vous gardez quand vous avez un vrai pilote dedans, même si les Russes annoncent déjà que, comme le T-14 Armata devait être un drone terrestre, eh ben, devait pouvoir être un drone terrestre, c'est-à-dire il avait un habitacle pour un équipage de 3 personnes, mais également, le T-14 Armata comme tank devait pouvoir opérer de façon téléguidée. Bah, les Russes annoncent que ça sera pareil avec le 41. Pourquoi le MiG-41? Pourquoi? Parce que les Turcs notamment le font aussi. Enfin, quand je dis pourquoi, je sais pas si c'est qui a copié l'autre, mais les Turcs annoncent aussi droner un avion, et c'est pas les seuls puisque les Chinois le font. Ils dronent, les Chinois, je sais pas si c'est des MiG-21 Bison, mais enfin des vieux avions, deuxième ou troisième génération. Ils les ont dronisés pour Taïwan. Et ils en font comme ça, ils en pilotent à distance, en mer de Chine, autour de Taïwan, pour un petit peu accrocher les radars, faire du renseignement, puis un jour, faire une énorme vague qui saturerait le système taïwanais. Donc ça se fait déjà, et ça c'est très intelligent parce que c'est high-tech et low-tech. Toujours pareil, hein, la vraie. Donc là aussi, je peux pas insister suffisamment pour tous les ingénieurs aéronautiques qui me regardent, et toutes les personnes qui font les salons. Retenez que vraiment l'efficacité d'un système d'armes, c'est le high-tech multiplié par le low-tech. Ça veut dire que si un des deux vaut zéro, le tout vaut zéro. Ok. Et encore, pour moi, il y aurait un coefficient sur le high-tech. Vous pouvez avoir une arme qui peut marcher quand son high-tech est de zéro, mais vous ne pouvez pas avoir une arme qui peut marcher quand son low-tech est de zéro. C'est très important. Ne méprisez pas le low-tech. Même si vos concours, vos écoles d'ingénieurs, c'est pour ça que je vous parle beaucoup d'épistémologie, même si tout ça vous a amené à vouloir vraiment ne vous concentrer que sur le high-tech, c'est une énorme erreur. Et d'ailleurs, l'énorme succès de SpaceX aujourd'hui face à Ariane, c'est ce mélange subtil de high-tech et de low-tech. Propulser des fusées reposables au Metalox, chez Ariane, c'était de la folie. Vous aurez dit, vous êtes complètement fou. Nous, on développe des ergols de malades. C'est pas pour revenir à méthane, oxygène liquide au bout d'un moment. Bah ouais, mais en fait, si. Et d'ailleurs, ça leur a permis de simplifier leur moteur et plein d'autres trucs. Je ferai une conférence là-dessus sur Scandaria à un moment donné. Donc, le MiG-41, la grande question, c'est sa propulsion. À savoir, est-ce qu'il est propulsé comme un missile pour pouvoir évoluer dans l'espace? Parce que dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène. Donc, il faut emporter son propre comburant. Et c'est ce que font les missiles, ce qu'ont toujours fait les missiles. Certes, le comburant n'est pas l'oxygène. Ça peut être pour des vieux trucs pas classifiés, du perchlorate d'ammonium et de l'aluminium, par exemple. Aluminium plus perchlorate d'ammonium, voilà, vous pouvez faire un missile. Et bien sûr, après, dans des versions plus fusées amateurs, vous avez le sucre, hein, tout simplement, sucre plus engrais. Et là, vous faites un missile aussi. Eh bien, c'est emporter donc son comburant dans les zones où il n'y a pas d'oxygène. Si le MiG-41 doit ou veut pouvoir manœuvrer dans l'espace, c'est nécessaire qu'il fasse ça. Parce qu'il peut utiliser aucun aérofrein ou machin pour manœuvrer dans l'espace. Même s'il a lancé, il ne peut pas planer dans l'espace. Voilà. Donc il ne peut avoir une trajectoire que balistique à partir du moment où il a monté dans l'espace, moteur coupé. Moteur étouffé, et puis ensuite, si c'était des ramjets, on suppose donc que en retombant, les ramjets se redéclenchent et puis ça repart. C'est peut-être que ça que pourra faire le MiG-41. Mais si les Russes disent « Ah non, non, on veut qu'il manœuvre », là, ça signifie qu'il aura planqué quelque part des petits moteurs de missiles et que ces petits moteurs de missiles lui permettront de manœuvrer. Mais dans tous les cas, c'est pas un full vaisseau spatial. Ça pourrait faire que de petites incursions dans l'espace, mais qui lui donnera un avantage énorme parce que, évidemment, les autres chasseurs, les autres avions de supériorité aérienne pourraient absolument pas le rejoindre. Et comme c'est le high point, l'espace, il serait dans la zone qui domine le champ de bataille, pour le renseignement, pour plein de trucs. D'ailleurs, les Russes ont d'autant plus un intérêt à avoir un avion qui puisse abattre des satellites, que c'est à cause des satellites que la guerre en Ukraine est ce qu'elle est. Les satellites espions voient tout, donc c'est extrêmement dur de mener des opérations surprises. En cas de full guerre, les Russes seraient tentés de pouvoir shooter des satellites. Donc, c'est logique. Donc voilà le tour d'horizon sur le MiG-41, son rôle, son impact géopolitique. J'ai bien insisté sur le fait que les MiG-31 ont joué un rôle géopolitique majeur. C'est pour ça que je vous ai ramené au fait que les Russes avaient déployé la flotte de Crimée pour sauver Bachar el-Assad, que ça a joué un rôle décisif. Aujourd'hui, ils font la même chose avec l'Arabie Saoudite et avec l'Iran davantage, puisque évidemment
Les Russes ont armé l'Iran en système de guerre électronique, en S-400 et en tout un tas d'autres systèmes d'armes, qui permettra d'ailleurs, si jamais les Iraniens abattent un avion américain qui leur aurait déclaré la guerre, de ne pas déclencher la Troisième Guerre mondiale, parce que si c'est les Russes qui abattent un avion américain, là, la Troisième Guerre mondiale est imminente. Si c'est les Iraniens qui ne sont pas une puissance nucléaire, c'est la guerre. C'est juste les lois de la guerre. Donc pour l'instant, c'est davantage d'ailleurs de la dissuasion, la façon dont les Russes ont armé les Iraniens, parce que les Iraniens ont bien plus intérêt à la dissuasion, malgré la rhétorique, qu'à l'attaque réelle. Donc voilà, je vous ai fait ce tour d'horizon pour que vous compreniez le rôle géopolitique de cet avion, vous compreniez les choix de bureaux d'études qui doivent être faits dessus. Et d'ailleurs, je vais rentrer un peu plus dans le détail là-dessus, sur la question du carburant, parce que typiquement, un MiG-31, il emporte 15 tonnes de kérosène pour un rayon d'action de 720 km, ça je vous l'ai dit. Le MiG-31, il peut emporter à peu près l'équivalent de son poids. Donc ça va être 20 tonnes, voilà, 22 tonnes pour le MiG-31, il peut emporter 24 tonnes. Maintenant, si jamais vous imaginez un avion qui est full propulsé métalox, méthane et oxygène liquide. La densité énergétique du métalox, c'est 10 mégajoules par kilo. Donc ça, c'est l'énergie que vous pouvez libérer par kilo de mélange. Je dis bien mélange parce que là, c'est pas du carburant, c'est du comburant combustible. Vous avez les deux. Ce mélange, il est à 10 mégajoules par kilo, contre 43 mégajoules par kilo pour le kérosène. Ça veut dire que vous avez 4 fois moins. 4 fois moins d'énergie par kilo de mélange. Bon, le kérosène, en l'occurrence, c'est pas vraiment un mélange. Le méthane pur, par exemple, il a plus de densité énergétique que le kérosène. C'est 55 mégajoules par kilo. Donc 55 millions de joules par kilo pour le méthane pur. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que il vous faut un mélange si vous voulez aller dans l'espace. Vous ne pouvez pas aller avec du kérosène dans l'espace parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc il vous faut du métalox. Si vous avez que du méthane, vous avez une très bonne densité énergétique, je vous l'ai dit, 55 mégajoules par kilo, mais vous n'avez rien pour le faire brûler. Si vous voulez monter dans l'espace, il vous faut un mélange. Et là, le problème, c'est que l'oxygène n'a pas de densité énergétique. Donc, quand vous faites un mélange méthane-oxygène, vous réduisez considérablement votre densité énergétique, vous tombez sur 10 mégajoules par kilo. Pourquoi, encore une fois, je vous dis tout ça? Pour vous donner en première approximation le carburant qu'il faudrait, la quantité de carburant qu'il faudrait en full métalox pour pouvoir emporter le MiG-41 dans l'espace et le faire opérer aussi dans l'atmosphère. 67 tonnes, c'est pas possible. Voilà, en première approximation, si vous vouliez avoir un avion qui serait full métalox, comme une fusée en fait, un avion fusée, eh bien il lui faudrait 67 tonnes de combustible, enfin de mélange de méthane-oxygène liquide pour pouvoir opérer dans l'espace et ou dans l'air, enfin aller-revenir, en gros vraiment comme un vaisseau spatial, aller-revenir comme il veut entre l'espace et le ciel, que pour lui ça soit la même chose, grosso modo, comme une fusée d'ailleurs, qui se repose. 67 tonnes de fuel, c'est mort. Je vous ai dit, le MiG-31, il peut emporter que 24 tonnes fuel plus armes, tout compris, et il pèse 22 tonnes lui-même. Donc ce n'est pas possible pour l'instant. Bien sûr, peut-être qu'à l'avenir, on aura des projets de malades à base d'avions de 100 tonnes ou d'avions de 150 tonnes. Voilà, en forme de grande aile, etc. J'en sais un de fusée, quoi, d'avion fusée qui fusionnerait. Peut-être que c'est ça la direction. Ça pose évidemment des contraintes de furtivité, mais la furtivité elle-même, elle est remise en question aujourd'hui par l'intelligence artificielle, parce que quand la furtivité a été développée, les États belligérants n'avaient pas le niveau, la force de frappe en IA qu'ils ont maintenant. Aujourd'hui, et pour vous donner une idée, quand la PlayStation 2 a été commercialisée, déjà l'US Air Force se plaignait d'avoir autant de capacités de calcul disponibles dans le monde civil. Je déconne pas. Quand la PlayStation 2 est sortie, l'US Air Force a fait des communiqués en disant peut-être qu'il faudrait en limiter l'accès parce que quelqu'un pourrait fabriquer un super ordinateur avec des PlayStation 2. D'ailleurs, ça a été fait. Avec des PlayStation 2 et des PlayStation 3, vous avez eu des super ordinateurs pour le calcul météo. Lequel calcul météo aujourd'hui serait encore meilleur avec l'informatique quantique. Donc, c'est pas du tout anodin parce que la force de frappe en termes de super calcul et d'IA qu'ont aujourd'hui les grandes puissances pourrait, si c'est pas déjà le cas, vraiment casser en deux la furtivité. Parce que là, vous pourriez détecter de la nano-anomalie radar, qui normalement pèse rien pour la furtivité, mais qui évidemment, pour un système avec des IA complètement dingues, vous permettrait de détecter un F-22, un F-35. Donc, ça poserait la question de savoir si la furtivité est si importante que ça, ou si ce ne sont pas d'autres facteurs clés de succès.
Et ça, vous en revenez au compromis, permanent des bureaux d'études en aéronautique. Donc, peut-être qu'un jour vous auriez des avions full Metalox, pourquoi pas d'ailleurs, pour l'aviation civile? Parce que pour boucler, pour arriver à la conclusion de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, l'équivalent moral de la guerre, le complexe pacifico-industriel, comment avoir un complexe militaro-industriel au service de la paix, au service de l'industrie civile, bah, ça pourrait faire sens, de mettre, au service du monde civil toutes ces innovations incroyables et avoir des avions qui soient propulsés au Metalox, ça serait des avions civils, hein, s'entend. Ça serait très intéressant parce qu'ils pourraient aller dans l'espace, ils pourraient aller beaucoup plus vite. Le méthane, c'est full renouvelable, ça, faire du biométhane, c'est d'une très, très grande simplicité. Et vous méthanisez vos déchets, vous faites ce que vous voulez. Enfin, vraiment le méthane, en plus là, vous êtes en combustion totale, donc vous n'émettez pas de monoxyde de carbone ou d'autres polluants de suie. Vous n'avez pas de suie avec le méthane. C'est le problème d'ailleurs pour les fusées qui n'utilisent pas du méthane. Elles ont beaucoup de suie, sooting, ça s'encrasse, quoi, comme une cheminée, vraiment comme une cheminée. Et là, si on avait des avions civils propulsés au Metalox, ils iraient beaucoup plus vite, ils pourraient aller dans l'espace. Et donc, vous imaginez, vous auriez un Paris-Tokyo en 2 heures, quoi, ou peut-être même en 1 heure. Et le méthane est 100% renouvelable, ce n'est pas un combustible fossile. On peut en fabriquer à partir d'algues, on peut en fabriquer de plein de façons différentes. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo, comment la France pourrait produire autant de méthane, autant de gaz que la Russie. Donc, pour l'aviation civile, avoir des avions qui seraient des ailes propulsées au Metalox, qui iraient dans l'espace, ce serait fascinant. Ce serait merveilleux. Et avec les milliers de milliards d'argent qu'on a dépensé aussi bien aux États-Unis qu'en France pour des conneries, on aurait pu le faire. J'espère qu'on le fera un jour. Et d'ailleurs, au fond, Dassault pourrait faire de l'aviation civile. Ils y ont déjà beaucoup pensé, d'abord parce qu'ils font des jets, bien sûr, d'affaires, et Falcon, etc. Mais les fameux trimoteurs, hein, c'est des folies. Je vous renvoie aux excellents travaux du professeur Leminck, qui est la référence là-dessus, puisqu'il a travaillé plus de 30 ans chez Dassault, qui vous expliquera infiniment mieux que moi pourquoi un trimoteur, c'est une dinguerie en matière de conception, et qu'en fait, un petit jet d'affaires civiles comme un Falcon, c'est pas si simple que ça, même si ça impressionne pas autant qu'un avion militaire. Bah, Dassault avait déjà envisagé, je crois, un truc qu'ils avaient appelé le ZEST, Zero Emission Supersonic T, je sais plus ce que c'était. Et donc un avion supersonique, en tout cas civil, qui serait à zéro émission nette, puisque pareil, il pourrait tourner notamment en méthane. Ou n'importe quel autre biocarburant, biofuel peut-être, biodiesel. Mais là, ça serait intéressant parce que si vous aviez un avion civil qui tournerait au Metalox, il n'aurait pas besoin d'un ramjet. Dassault n'a plus beaucoup d'expérience sur les ramjets. Donc le ramjet, c'est les moteurs du Blackbird. Parce que, en fait, on leur en avait plus commandé. En fait, je crois que c'était le Mirage 4, si ma mémoire est bonne. Le Mirage 4 qui avait un ramjet, enfin, qui était étudié pour avoir un ramjet. Et puis ensuite, alors si, il y a un truc, ça je l'ai dans mes notes, c'est un missile à ramjet, missile français qui s'appelle l'ASMP, Air-Sol Moyenne Portée, missile nucléaire. Et ça, c'est l'expérience que Dassault a avec les ramjets. Et ça vous montre aussi pourquoi, dans quelle mesure, le MiG-41, s'il est propulsé avec un ramjet, ce qui me semble quasiment certain, eh bien, pour atteindre Mach 5, je vois pas, pour moi, mais mon hypothèse, ça serait qu'il sera propulsé avec un ramjet et peut-être quelques moteurs d'appoint, par exemple Metalox, ça ne sera certainement pas Metalox, ça serait certainement plutôt propulsé par le mélange de propulsion du Kinjal, que je connais évidemment pas. Et ce mélange de propulsion pourrait être utilisé pour des petits moteurs d'appoint pour les quelques 10 minutes qui pourraient passer dans l'espace. C'est plutôt ça mon hypothèse. Mais donc Dassault, n'ayant plus beaucoup d'expérience dans les ramjets, pourrait être intéressé à faire un avion civil propulsé au Metalox. Et franchement, ça aurait une gueule de fou. Donc voilà pour une vidéo de synthèse sur le MiG-41. Pourquoi son rôle géopolitique est fou. Pourquoi c'est bien envoyé de la part d'une puissance qui, soi-disant, si on en croit la médiasphère ou la presse poubelle, en était à voler les puces électroniques dans les machines à laver. Bon, je vous jure, il y a des gens qui ont cru ça. Il y a des gens, quand ils ont lu Midi Libre ou j'en sais rien, ou un journal poubelle classique, ils ont cru ça, quoi. Bon. Mais bon, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, les Russes nous ont mis un gap très, très conséquent. Parce que même dans le cas français, où on peut être fier d'avoir une industrie aéronautique de guerre encore souveraine pour combien de temps, on est loin d'avoir ce niveau de compétence technologique.